Chers médecins du monde francophone, bonjour. Les écrans sont la cause de ce ravage qui touche nos enfants et que l'on nomme autisme. Je vous prie d'écouter attentivement cet audio. Quoi qu'il soit un peu lent, croyez-moi, il mérite votre attention. Sachez que je ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Mon seul objectif est que vous preniez le temps de vérifier la fiabilité et la pertinence de chacune de ces informations que je cherche à vous communiquer à travers ce message. J'aimerais que vous poursuiviez les recherches pour avoir toutes les preuves irréfutables de cette destruction massive causée par les écrans qui touchent nos enfants et qui menacent notre avenir. Dès que j'aurai transmis les informations dont je dispose, que j'ai pu récolter à travers mes propres recherches et à travers mon expérience et mon travail auprès des autistes au quotidien, j'aurai la conscience tranquille. Mon message est pour vous, chercheurs, médecins et spécialistes. J'aimerais que vous poursuiviez les recherches sur cette piste et que vous puissiez sortir au monde des résultats scientifiques, parce que toute seule je ne peux pas faire. Je me présente, Rima Andalousia, psychologue orthophoniste algérienne. Je dispose d'une grande expérience dans le domaine de l'autisme vu mon travail au quotidien auprès de ces enfants depuis 2009 à ce jour. Cette expérience n'est pas limitée qu'en Alger uniquement. Je travaille actuellement depuis 4 ans au Moyen-Orient. Je rappelle que je ne cherche pas de célébrité. Je veux juste passer un message aux médecins nobles, chercheurs et spécialistes dont le seul souci est de sauver le maximum d'enfants de ce trouble qui leur rend la vie très difficile à eux comme pour leur famille. Depuis 8 ans, je travaille avec des autistes. Je les observe de près. Je me suis approfondie dans leurs problèmes d'une manière très sérieuse, plus que personne ne peut imaginer. Je n'ai jamais été la personne qui travaille pour travailler. Depuis le premier cas d'autisme que j'ai suivi, diagnostiqué à l'époque comme étant un retard mental, car c'était rare où l'on reçoit une lettre de recommandation avec comme diagnostic autisme, c'est à partir de 2010 que le terme est devenu très familier dans notre domaine. Au premier contact avec cet enfant autiste, j'ai été intriguée par le fait qu'il puisse apprendre beaucoup de phrases entendues à la télévision sans pour autant pouvoir entrer en communication d'une manière normale avec une autre personne. J'ai commencé donc à chercher les théories cognitives telles que la théorie de Piaget, de Lev Vygotsky en psychologie, celle de Noam Chomsky en linguistique générative, la théorie neurobiologique qui explique la façon dont les synapses neuronales et la myéline apparaissent dans le cerveau humain pendant l'âge du développement psychomoteur, ou autrement dit, l'âge du développement cérébral. La théorie de Henry Wallon des stades du développement infantile, la théorie du développement psychoaffectif de Winnicott et de René Spitz sur la carence du soin maternel. J'ai cherché précieusement dans les secrets du développement normal chez l'enfant pour essayer de comprendre d'où vient le problème dans la croissance de ces enfants. J'ai également cherché dans les écrits en psychologie sur le comportement maternel et la naissance, l'attachement. Je me suis aussi intéressée dans mes recherches à la maternité innée et acquise pour comprendre qu'est-ce qui s'est arrivé à ces milliers de mamans pour qu'elles laissent leurs petits devant des écrans à cet âge. Et je suis arrivée à prouver scientifiquement l'innocence de ces mamans. En outre, j'ai pu dévoiler les secrets de la réussite de l'attachement entre le nouveau-né et sa maman. Je me suis également penchée sur la recherche de tous les livres et les études qui expliquent la gravité des effets des écrans sur le développement du cerveau chez l'enfant. Personnellement, j'ai testé depuis 8 ans l'interdiction totale des écrans et la protection contre tout type de sang électronique sur des autistes et j'ai découvert des résultats incroyables, des améliorations considérables et très remarquables. J'ai pu en déduire que tant que l'enfant est exposé aux écrans et aux sons électroniques, la guérison est impossible. L'enfant peut s'améliorer légèrement, mais va sûrement régresser par la suite. Par contre, qu'avec l'interdiction totale des écrans et des sons électroniques, le travail avec l'enfant devient facile, quel que soit le degré de son autisme, jusqu'à ce qu'il redevienne un enfant tout à fait normal. Croyez-moi, quand je dis devenir un enfant normal, je ne parle pas uniquement des cas d'autisme léger, mais des cas vraiment compliqués. En ce qui concerne les cas que j'ai pu sortir complètement d'autisme, je vais vous en citer les cas qui souffraient des troubles graves, loin des titres et des définitions académiques. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu et j'ai vu de mes propres yeux, pour vous rapprocher de l'image de ce qu'on vit tous les jours sur le terrain avec ces enfants. Premièrement, le diagnostic. La majorité écrasante de ces enfants autistes qui ont vaincu l'autisme et devenus tout à fait normaux ont été diagnostiqués autistes par des pédopsychiatres, des neuropédiatres d'un peu partout dans le monde. J'avais des cas diagnostiqués en Europe, des cas au Canada et d'autres aux États-Unis. Deuxièmement, l'historique des cas. Ce sont des enfants qui ont été surexposés à des écrans à l'âge du développement psychomoteur, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans. Entre 5 et 15 heures par jour, en moyenne 10 heures par jour.
ce qui nous donne automatiquement une privation affective et motrice vu le temps gaspillé en étant immobile devant l'écran. Le résultat, une stagnation dans le développement cérébral, une régression, voire une destruction des fonctions cérébrales dans quelques cas. Troisièmement, les analyses. Le rapport de l'IRM pour ces enfants est tout à fait normal et ne présente aucun souci dans le cerveau. Seul le rapport EEG, où on peut voir des traces de légères crises épileptiques chez quelques cas et qui se présentent chez l'enfant par de brèves distractions qui durent quelques secondes. Dans d'autres cas, rien à signaler. Le résultat du dépistage auditif ou PEA est tout à fait normal, rien à signaler. Quatrièmement, le langage et la communication. L'enfant ne communique pas par le langage, même s'il est capable de dire des phrases, émettre des sons ou même réciter des chansons qu'il a écoutées sur des chaînes pour enfants. Des fois d'une manière répétitive, écolalie, pour de longues heures, sans arrêt. Du regard, absence de suivi visuel, c'est comme s'il est isolé dans son monde et ne présente aucun intérêt pour son entourage. Quoi qu'il arrive, un désintérêt total. Cinquièmement, le comportement. L'enfant est inconscient du danger. Il crie d'une manière continue tout au long de la journée. Il tient sa tête par ses mains comme s'il a mal. Il se jette par terre, gigote dans tous les sens. Dans des cas, l'enfant frappe sa tête contre le mur ou contre le sol avec une crise de pleurs jusqu'à ce qu'il s'épuise ou saigne du nez. Il peut griffer et mordre toute personne essayant de l'approcher ou de le calmer. L'enfant rit d'une manière insensée, sans raison, pendant plusieurs minutes. Il flappe d'une manière continue, surtout quand il marche. Il marche sur la pointe des pieds. Il est capable de faire des tours sur lui-même pendant longtemps sans pour autant avoir le vertige, parce que son oreille interne n'est pas encore programmée. Il ferme ses oreilles pour ne pas entendre quelqu'un qui essaie de communiquer avec lui ou également pour éviter d'entendre certains sons. Il se tape lui-même sur le visage, sur la tête, de toutes ses forces. Sixièmement, le sommeil. L'enfant arrive à un stade où les troubles de sommeil commencent à apparaître. Au début, des réveils au milieu de la nuit, des crises de pleurs pendant quelques minutes pour redormir par la suite, jusqu'à ce que ça dégénère et qu'il se réveille, il crie, il pleure, il court dans la maison et ne peut plus dormir, sauf s'il prend des somnifères, qui souvent vont l'accompagner pour toute la vie. Cet état commence à se manifester à partir de l'âge de 18 mois et se complique avec l'âge. Septièmement, la digestion. À partir de 18 mois, l'enfant commence à avoir des rigidités alimentaires. Il refuse de manger et peut manger qu'un seul aliment. Par exemple, uniquement des pâtes ou uniquement du riz. Jusqu'à ce que son estomac ne soit plus capable de digérer. Et on remarque la présence des aliments complets dans ses matières fécales avec des odeurs trop fortes, comme ceux de la nourriture pourrie ou périmée. Huitièmement, l'âge et le degré d'autisme. Plus l'enfant grandit, plus les symptômes se manifestent et deviennent plus remarquables. Selon les études, l'autisme ne se guérit pas. Un enfant autiste ne peut que s'améliorer, d'où certains centres d'autisme et des associations se permettent d'essayer tout type de médicaments sur ces enfants et font un commerce par le malheur des familles. D'autres qui pratiquent du charlatanisme, comme des piqûres d'abeilles, des recettes magiques et qui causent la mort dans certains cas d'enfants autistes maltraités. Pourquoi je lance cet appel aux médecins ? Parce que tout simplement, quand j'ai interdit les écrans et les sons électroniques catégoriquement de la vie de ces enfants avec lesquels je travaille, les crises d'épilepsie ont disparu. Ils ont retrouvé le sommeil normal. Leur digestion est devenue normale. Bien sûr, cela peut vous paraître un peu difficile à croire, mais j'ai toutes les preuves qui soutiennent ce que j'avance. Parce que j'ai cherché dans la philosophie du sommeil, celle de la digestion, j'ai lu sur ce qu'on appelle l'épilepsie photosensible causée par les écrans, et j'ai trouvé des études qui démontrent que les écrans sont responsables sur des troubles de digestion et des troubles de sommeil. Vu que le sommeil nécessite l'exposition au soleil du jour et le noir de la nuit pour que le corps soit capable de produire l'hormone de la mélatonine, d'une manière suffisante pour que l'enfant puisse avoir une nuit de sommeil normale. Par contre, l'exposition de cet enfant aux écrans pendant l'âge du développement psychomoteur détruit son horloge biologique parce que les lumières bleues entravent la production de cette hormone. Et donc, dès qu'on interdise les écrans et les sons électroniques définitivement de l'environnement de cet enfant, ce dernier retrouve son sommeil et s'en passe des somnifères. Cela n'est qu'un exemple des solutions pour un type de trouble. Chers médecins, est-ce qu'il y a parmi vous ceux qui sont prêts pour faire des recherches et des tests sur ce qui suit ? D'abord, la réalité du trouble de sommeil chez l'enfant autiste et sa relation avec les écrans. Et prouver qu'une fois les écrans sont absents de la vie de l'enfant autiste, il retrouve un sommeil normal en quelques jours dès que son organisme reprend la production de la mélatonine. Ensuite,
qu'il y a une anarchie dans les diagnostics à cause de ce qu'on appelle le DSM-5. Durant mon travail, j'ai eu des enfants retard mental, paralysie cérébrale, aveugles, sourds, muets, trisomiques, infraction cérébrale, syndrome frontal, hydrocéphale et autres qui sont diagnostiqués par erreur comme étant des autistes. Ces enfants n'ont pas été surexposés aux écrans et donc il y a une anarchie de diagnostic. Un autre problème, celui du diagnostic, qui n'est donné qu'à partir de 3 ans. Pourquoi? C'est comme si on veut que l'enfant soit vraiment impliqué pour pouvoir le diagnostiquer. Ce trouble apparaît à partir de 18 mois, d'une manière légère et se complique avec le temps. Quand nous, les spécialistes qui sont conscients du danger que présentent les écrans, on informe la maman que le cas de son fils qui a actuellement 18 mois n'est pas un cas léger. C'est juste que l'enfant est encore petit et que la plupart des symptômes se manifestera avec le temps, jusqu'à atteindre un niveau remarquable à l'âge de 3 ans. La maman nous répond que le médecin lui a dit que personne ne peut poser un diagnostic définitif avant l'âge de 3 ans et qu'il n'est probablement pas autiste. Même si cette maman cherche à comprendre pourquoi ce changement brusque dans le comportement de son enfant à l'âge de 18 mois. Un autre point, la réalité que l'enfant, avant qu'il présente des signes autistiques entre 0 et 24 mois, on lui donnait à manger face à un écran. Télévision, tablette, téléphone, ce qui fait qu'il ne réagit pas à la nourriture avec ses sens, le goût, l'odorat, réaction nécessaire pour la production des sécrétions gastriques responsables sur le bon fonctionnement de la digestion dans l'estomac. L'enfant est emporté par l'écran, il ne se concentre pas du tout sur ce qu'il mange. Cela empêche la programmation normale de son estomac qui reste comme celle d'un nouveau-né. La nourriture pourrie dans son estomac endommage ses intestins parce qu'elle n'est pas digérée, d'où tous les problèmes du système digestif que vous connaissez. Après l'interdiction totale des écrans et la pratique des exercices à travers lesquels la maman travaille le goût et l'odorat chez son enfant autiste, sur des petites périodes répétitives par jour, l'estomac commence à fonctionner d'une manière normale. Les mamans qui ont pu vaincre l'autisme de leur enfant savent très bien de quoi je parle et sont témoins de cette transformation miraculeuse de la digestion de leur enfant et la disparition des troubles liés à la digestion tels que la diarrhée, la constipation, les vers des intestins et autres. Malgré que les études et les recherches sur l'autisme confirment qu'il est incurable et de source mystérieuse. Une autre réalité sur l'épilepsie qui a disparu après l'interdiction des écrans, pour des cas de guérison après 1 an ou 2 ans même, quand on les retourne aux écrans, ils rechutent et les troubles réapparaissent à nouveau. J'ai d'autres réalités pour ceux qui sont intéressés de poursuivre les recherches et de dévoiler la réalité. Nos enfants ont besoin de nous. C'est notre devoir de sauver et de protéger les générations à venir. Nous recevons chaque jour de nouveaux cas. Leur unique crime, c'est d'être nés dans une époque où les écrans sont partout et à la portée de tous. La question qui se pose. L'autisme existe avant l'apparition des écrans. Pourquoi? Parce que les troubles de l'autisme sont d'abord des symptômes de la privation maternelle affective et motrice, qui sont le flapping, la marche sur la pointe des pieds, l'auxiliation, l'absence de la capacité de communication verbale, visuelle et corporelle, des troubles terribles de comportement. À ces troubles se sont rajoutés les troubles causés par les écrans, les troubles de digestion, de sommeil, d'épilepsie, la présence de métaux lourds dans le corps et le cerveau, la puberté précoce. L'enfant Victor le sauvage est apparu bien avant les écrans. Mais si nous allons chercher qui est cet enfant, on trouve que c'est un petit qui a survécu tout seul dans la jungle et qui a été totalement privé de l'affection et de l'amour maternel. Donc il a grandi avec les animaux. Est-ce qu'on peut dire que Victor est autiste pour des raisons mystérieuses? Eh bien non, la raison est bien claire. Les écrans ont privé les enfants de leur mère, de ce contact indispensable à leur développement psychomoteur. Ils passent des heures et des heures devant des écrans. Comment ils vont apprendre ce que c'est la vie, ce que c'est la communication, à quoi elle sert? Ils ne bougent pas toute la journée, pas de motricité, pas d'expérience. Cela fait que ces enfants ont été privés de leur mère alors qu'à cet âge, ils en ont le plus besoin. Lisez, je vous prie, la théorie de René Spitz et de Winnicott sur les dégâts causés par la privation maternelle. Et vous allez comprendre comment ces enfants ont développé ces troubles. Pour ceux qui disent que les génies de l'histoire ont été autistes, c'est un grand mensonge médiatique. Quand on lit dans leur biographie, ces génies ne ressemblent à rien à ces enfants autistes que nous observons tous les jours. Ces pauvres dont les écrans ont détruit le système cérébral, leur enfance et leur avenir. On est contre ceux qui considèrent que les enfants autistes sont de futurs génies.
Et si un enfant autiste excelle en quelque chose, il excelle parce qu'il est un être humain et non pas parce qu'il est autiste. Je suis stupéfaite de l'être humain qui dispose de millions de fonctions qui lui permettent de vivre d'une manière naturelle, apprendre, dessiner, jouer de la musique. Et j'ai une grande pitié d'un enfant dont des millions de fonctions ont été désactivées de sorte qu'il aura seulement la capacité de mémoriser sans que cela lui signifie quelque chose. Capable peut-être de dessiner d'une manière excellente ou de jouer de la musique comme un robot. L'autiste est un être humain dont les écrans ont désactivé les fonctions cérébrales et ne lui ont laissé que très peu pour pouvoir faire des choses très limitées. Ce que les médias commercialisent pour exploiter les familles et les pauvres innocents et leur soustraire de l'argent. On les voit après 10 ans de l'explosion de l'autisme dans le monde, dans des centres, ces jeunes qui ne reconnaissent pas le jour de la nuit, tout le temps drogués pour qu'on puisse les gérer. Ce ne sont pas des génies, mais ils sont des êtres humains victimes des écrans. Ils souffrent, ils sont incapables de sentir leur entourage, incapables de manger, incapables de parler, de s'exprimer, incapables de dormir et incapables de vivre. Ce discours est adressé aux âmes libres, qui ont une conscience éveillée, qui ont envie de sauver l'humanité de ce massacre, aux gens qui veulent chercher la pertinence de ce sujet, qui voudront s'approfondir dans les recherches pour sortir au monde la réalité de l'autisme. Je serai toujours disponible pour plus d'informations. Tout mon espoir est de pouvoir sauver le maximum possible des enfants à travers le monde, parce que nous sommes tous responsables. C'est une affaire de plusieurs générations qui sont menacées. Merci pour votre écoute. Meilleures salutations. Signé Rima Andalusia.